Et nous allons procéder et vérifier que Yann Lequin est toujours connecté et le faire apparaître sur l'écran. Bonjour Yann. Tu as pu suivre l'ensemble des autres exposés ou... Très bien. Bien, alors comme on l'a fait ce matin, on va commencer donc par une question pour chaque orateur. Et on va donc commencer par Daniel Handler. Donc, y a-t-il une question dans la salle pour Daniel Handler? On voit très très mal les... Oui, allez-y. Bonjour. Je ne sais pas si ça fonctionne. Bonjour. Benoît Leblanc, président de l'AFIA, l'Association française pour l'intelligence artificielle et société savante des chercheurs en IA. Daniel, je profite de la dernière intervention qu'il y a et de la première que tu as faite pour trouver finalement une question sur le sens qu'on donne aux machines. On sait qu'en intelligence artificielle ou en robotique, on a beaucoup de machines qui promettent de faire des choses mais qui finalement n'ont pas grand sens. On vient de voir là des machines qui finalement font rien mais ont beaucoup de sens. Est-ce que finalement, ce qui ne manque pas à l'intelligence artificielle ou à la machine pour devenir intelligente, c'est ce côté artistique? Comment pourrait-on coupler les deux? Merci Benoît, c'est une excellente question, d'autant plus excellente que je sèche complètement, je ne sais pas du tout ce qu'on pourrait imaginer en fait. Je me tourne vers mes camarades, ils auront peut-être ils se sentiront peut-être plus inspirés. Moi, je pense que l'art a toujours inspiré la science et la science a toujours inspiré l'art, quoi. Les deux choses sont complètement liées pour moi. C'est absolument impensable de pas, quand je construis un objet, de ne pas penser au travail d'Eiffel, de Gaudi ou Léonard de Vinci. Et puis, on profite complètement de la recherche. Nous, en tant qu'artistes, on est vraiment les fossoyeurs de ceux qui cherchent et qui, dans l'industrie, développent des projets incroyables. Et on utilise cette technique pour la mettre au service de l'expression, en fait, artistique. Et je pense qu'à l'inverse, en architecture comme en recherche, je pense que les artistes ont vraiment une place à jouer. Et je suis, moi, effaré par cette espèce d'absurdité du 1% artistique dans l'architecture, dans la mesure où je considère qu'à partir de 20% artistique en architecture, on peut commencer à agir artistiquement sur nos modes de vie, sur la forme et sur le sens qu'on donne même à la construction. On n'arrête pas de construire et déconstruire, quoi. Voilà. Donc pour moi, il faudrait peut-être juste intégrer dans vos programmes de recherche des artistes un petit peu décalés, quoi, qui peut-être vous donneraient qui vous orienteraient vers d'autres chemins. Merci. Donc, grâce à mon voisin, j'ai pu réfléchir pendant 10 secondes. Je me demande si... Le problème de l'intelligence artificielle, c'est que c'est horriblement abstrait. Hein, c'est de l'information, ça ne se voit pas, ça ne bouge pas. Il faut lire sur un écran ou éventuellement... Alors, une des choses qui peut être intéressante, c'est de transformer les résultats d'une machine intelligente, enfin d'un logiciel en fait, en son ou en mouvement. Ça pourrait être intéressant, comme il y a eu des expériences, par exemple, il y a chorégraphie informatique, il y a des chorégraphies qui sont en partie commandées par des algorithmes, et il y a des interactions qui peuvent être intéressantes de ce point de vue-là. Donc peut-être en multipliant ce genre de dispositifs, il y a beaucoup de travail, mais je pense que quelque chose de ce genre, en tout cas, il faut donner à l'information une traduction motrice, une traduction corporelle, une traduction architecturale. Merci. Une question dans la salle pour Yann Lequin, qui nous entend en direct. Oui. Merci pour cette belle après-midi. Georges Amar, ingénieur dans les transports et artiste. Il y a une notion dans votre exposé que j'ai trouvé très intéressante, mais un peu curieuse, enfin en tout cas qui m'a paru curieuse, l'idée de besoin d'un modèle du monde, ou d'un modèle de monde. Et j'ai cru comprendre que ce n'était pas un modèle au sens d'une modélisation, mais presque un rapport relativement naïf au monde réel. Alors, est-ce que j'ai bien compris que c'est ce genre de rapport, pas
pas complètement structuré, qui était important pour avoir une intelligence artificielle intelligente. Alors, tout comportement intelligent nécessite une sorte de modèle du monde, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de prédire à l'avance quelles vont être les conséquences de nos actions. Si on veut utiliser un outil, construire un objet, ou même faire une simple action comme sortir d'un bâtiment, pour sortir d'un bâtiment, par exemple, il nous faut un modèle mental de la géométrie du bâtiment. Il nous faut un modèle de la géométrie de la pièce dans laquelle on est pour pouvoir se diriger vers la porte en évitant les obstacles, etc. Donc, toute action nécessite un modèle. Et l'essence de l'intelligence, d'une certaine manière, à mon avis, est notre capacité à construire ces modèles ou à les apprendre par observation et par action. Si on essaie de caractériser la différence entre plusieurs niveaux d'intelligence, en fait, on peut probablement la relier à le degré de sophistication des modèles qu'on est capable de construire. On a besoin de 3 composantes pour agir de manière intelligente. La première composante, c'est ce modèle du monde. La deuxième composante, c'est un objectif qui est soit un sous-objectif d'une tâche distante, soit un objectif immédiat. Et puis, un moyen de trouver la bonne séquence d'action qui va permettre de satisfaire l'objectif étant donné notre modèle du monde. Et on peut être stupide de 3 manières différentes, soit en ayant un mauvais modèle du monde, qui, par exemple, prédit incorrectement quelles vont être les conséquences de nos actions, en ayant une mauvaise fonction objective, c'est-à-dire en imaginant qu'en satisfaisant un objectif particulier, on va en satisfaire un autre qui est celui qu'on veut à la fin satisfaire. Et puis la troisième manière de ne pas être intelligent, c'est de ne pas savoir, étant donné un modèle du monde et un objectif, de ne pas savoir concevoir la séquence d'action qui va optimiser cet objectif, étant donné le modèle. Donc le modèle est essentiel à l'intelligence. Ça ne peut pas être un modèle parfait de la réalité, puisque notre cerveau et les puissances de calcul et de mémoire des machines sont limitées. Mais la question est de savoir dans quelle mesure ce modèle peut être suffisant pour assurer la survie dans le cas des êtres vivants ou accomplir la tâche pour lesquelles les machines ont été conçues. Très bien. Une question pour Stéphane Brodberg. Avec tout ce qu'on entend, on trouve redoutable qu'on ne puisse pas vérifier et contrôler les algorithmes. Comment, à votre avis, un système dirigiste, par exemple, qui pourrait les prendre, quelle est la contrepartie qu'on pourrait lui amener ? Bon, ça, c'est peut-être une des grosses questions, effectivement. Donc, je n'ai pas évidemment de réponse technique, mais c'est vrai que la grosse question qui se pose et que je pense qu'en sciences politiques et qu'en sociologie on se pose, c'est exactement l'usage et le contrôle des systèmes, je veux dire, la gouvernance de systèmes. Et je pense qu'on en voit des usages différents, justement, dans des organisations, des pays, etc., différents. Je pense qu'on a la même question, peut-être, vous allez pouvoir répondre aussi à cette question pour moi. C'est vraiment une question de sciences politiques. Qu'est-ce qu'on fait avec toute technique, je veux dire, quel usage on en fait? Il n'y a pas une solution spécifique, je pense, pour cette technologie plutôt que d'une autre. Je crois que quelqu'un, vous disiez, le couteau peut couper le fromage, mais peut le couper avec lequel on peut attaquer un voisin.
je crois que, j'ai récemment vu un schéma que je n'avais jamais vu, mais que je pense est très, très connu, c'est-à-dire, c'est des espèces de courbes. C'est la courbe, il a un terme, ce schéma, mais il a un nom. En fait, d'un côté, il y a la courbe de l'importance de l'évolution d'une technologie, et de l'autre côté, celui de la régulation, si vous voulez. Et ce qu'on voit, c'est qu'au début, quand une nouvelle technologie apparaît, justement, la régulation est d'habitude assez faible parce qu'on ne sait pas si ça va se développer d'une certaine direction ou si ça va devenir quelque chose d'important. Et ensuite, quand cette technologie devient très importante et très répandue, etc., justement, c'est presque trop tard pour réguler. Et je pense qu'un peu, on est dans ce type de débat, ce type de situation. On voit dernièrement, au niveau européen, il y a des nouvelles recommandations pour l'éthique de l'AI qui vont mettre... qui catégorise, par exemple, ce sur lequel il faut réguler, ce qu'il n'y a pas. Mais je pense que cette courbe est intéressante à considérer. À quel moment il faut commencer. Voilà. Merci. Une question pour le professeur Sastenay. Elle vient du sommet. Oui, merci pour votre exposé qui donne beaucoup à penser. Un motif de surprise, vous avez beaucoup parlé d'Ellul, vous n'avez pas parlé de Heidegger. Est-ce que Heidegger vous fait peur? Oui, mais écoutez, je vous remercie de cette question. Je suis gêné pour vous répondre pour une question technique, c'est que je ne vous vois pas, et j'aime bien croiser le regard de mes interlocuteurs, je ne vous vois pas pour les questions de projecteurs. Bien évidemment, je n'ai pas parlé d'Heidegger, puisque ce n'est pas à moi de le faire, dans le sens où je ne l'ai pas rencontré. Et j'ai mis le reproche à lui faire, à Heidegger. D'abord, c'est d'occuper justement l'ensemble du terrain, c'est-à-dire que c'est dans les classes de philosophie. Bien, c'est lui qui est au programme, c'est jamais Ellul. La deuxième remarque, c'est que je trouve que, et là pour avoir organisé un certain nombre de colloques ou y participer dans un certain nombre de colloques avec de véritables spécialistes d'Heidegger, ce qui n'est pas mon cas, je pense à Maurice Weihenberg par exemple, la conclusion notamment de ce chercheur était de dire qu'on en apprend beaucoup plus sur la concrétude, sur la réalité, sur ce qu'est vraiment la technique, puis je reviendrai d'ailleurs sur la métaphore du couteau dans une seconde, hein. Avec Jacques Ellul qu'avec Heidegger. Enfin, il y a une raison aussi très personnelle. Ellul, comme je l'ai dit ou cru le dire, dans le temps limité qui m'était imparti, est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Donc c'est quelqu'un que j'ai connu. Bon, donc je viens plutôt vous parler, d'ailleurs c'était comme un petit peu le contrat tacite avec les organisateurs, qui ne voulaient pas un cours sur Ellul, bien évidemment, mais il voulait en gros voir ce que Ellul m'avait fait ou avait fait de moi. Alors bon, c'est pas un gourou, hein, n'allez pas vous... j'ai mené mon propre cheminement, mais c'est vrai que c'est une rencontre de hasard qui a compté. Et puis il y aurait une dernière chose qui est assez simpliste et que ne veulent pas entendre. Alors je sais bien que Jacques Derrida, moi j'ai beaucoup d'estime pour Derrida, pour beaucoup d'autres, qui, autour de moi, sont de véritables philosophes de la technique, qui arrivent à dissocier. Bon, non seulement Ellul n'a pas été recteur, n'a pas prononcé de discours, n'a pas adhéré au parti nazi, mais lui, c'est qu'il a été élevé au rang de juste parmi les nations. Alors vous me direz que ça n'a pas grand-chose à voir avec la pensée. Eh bien moi, si, ça a tout à voir, parce que
Moi, à partir du moment où on n'est pas tout entier dans ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on ne dit pas ce qu'on fait, on ne fait pas ce qu'on dit, et ce qui est d'ailleurs la caractéristique de beaucoup de nos intellectuels contemporains, eh bien, précisément, on manque justement de ce qui fait, pour moi, le caractère irremplaçable de la pensée d'Ellul, hein, qui est certainement, en tout cas plus modeste, qui n'a pas déclenché soulever des légions, mais bon, ça serait à refaire, je le referai. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et puis enfin, là, pour la question de l'intelligence artificielle, bon, la métaphore que j'emploie classiquement sur le couteau qui sert à découper la tarte, et puis à être planté dans le dos du voisin, ou bon, ou d'un mauvais ami. Attention, là, c'est justement l'outil. Et l'outil, c'est-à-dire que ce n'est pas la technique. Donc l'outil, en effet, là, oui, il y a le bon, pour le coup, il y a le bon et le mauvais côté. La technique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, justement, pour le coup, selon la formule bien connue. Et sur la question de l'intelligence artificielle, bien évidemment que je n'ai pas la réponse. La seule chose que je peux comprendre, c'est la nature de l'enjeu. Ça veut dire que là aussi, nous y participons tous, c'est-à-dire que plus exactement sur la question des big data, c'est-à-dire que ce pistage, cette surveillance, le pouvoir cumulatif qu'on confie aux GAFAM, à partir du moment où on passe déjà à la navigation Internet, au smartphone, enfin, que sais-je encore, eh bien, on navigue, eh bien, on amène justement des données, on amène du grain à moudre. Bon, la réponse, vous comprenez pas. À aucun moment, me semble-t-il, hein, elle va se situer uniquement sur le plan d'une réglementation juridique. Il y a peut-être, mais ça, je crois que nous le savons tous ici, il y a cette tentative un peu par rapport à Google ou à Facebook, je suis un petit peu fatigué, de ressortir ce qui avait été sorti aux États-Unis pour l'industrie du tabac encore. Hein, donc c'est des histoires de positions, je crois que c'est l'abus de position dominante. Enfin, c'est des processus qui mobilisent des milliers d'avocats. C'est très long hein, dans le temps, mais ça peut aboutir. Enfin, je pense que ça déborde peut-être votre question, mais c'est à mon sens un des dangers les plus graves. Hein, puisque, bon, ça aussi, je rajoute autre chose. La fonction de dystopie, c'est de nous dire, et notamment quand on présente uniquement le mauvais côté des machines, c'est de nous rassurer sur notre société actuelle. Et nous avions cette petite discussion tout à l'heure. Je dirais que pour l'instant, Parcoursup en France fait certainement beaucoup plus de mal que les machines imaginaires pensées, rêvées ou vendues par les transhumanistes. Hein. C'est-à-dire que chaque dystopie, elle fonctionne, elle remplit une fonction cathartique, c'est-à-dire qu'elle nous dit, bon, ben, finalement, c'est pas si mal, notre monde, il est déjà pas si mal. Et moi, je considère qu'à partir du moment où nous avons des autorités non élues qui, pour moi, sont sans foi ni loi, je pense justement aux GAFAM, qu'on leur a délégué. Hein, donc là aussi, bon, je n'ai pas non plus la réponse, sinon moi d'utiliser ça avec la plus grande modération. Bon, enfin, je mesure la faiblesse de l'argumentaire. Merci. Merci. Donc, je voudrais passer à cette deuxième phase pour tout simplement rappeler... Oh, pardon, non, excuse-moi. Oui, non, pardon, non, excusez-moi. Donc, une question à François Delarosière, oui. Alors, désolé, j'étais... Alors, essayez de faire des questions courtes et des réponses courtes aussi. Bonjour, Armand Salek, je suis nantais. Merci de nous émouvoir avec les machines de Lille. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vos conducteurs de machines seront remplacés par une intelligence artificielle? Oui et non. C'est-à-dire que oui, le conducteur du grand éléphant ou du Minotaure se dit vraiment qu'il a la machine en main. Si on a un système qui peut permettre
Aujourd'hui, nos machines ne sont pas assez fiables. C'est pas ce qu'on cherche, en fait. Mais par contre, quand même, malgré tout, une machine de spectacle, elle est manipulée par 17 ou 18 personnes. Lorsqu'elle est en mode machine de ville, elle est manipulée par 4 personnes, en accueillant 50 personnes. C'est-à-dire que c'est vraiment des raisons économiques qui nous poussent à réduire le nombre de personnes pour qu'elles puissent, malgré tout, sinon c'est pas acceptable, ça coûte trop cher, et comme c'est souvent le contribuable qui, au final, paye ou au moins absorbe le déficit, ce serait impensable d'avoir 18 personnes sur une machine. Donc on l'automatise pour justement lui permettre de rester là de façon pérenne et d'opérer son... Mais on garde toujours, dans nos machines, une relation à l'interaction que nos machines peuvent avoir avec les gens et l'environnement. Et c'est ça qui fait la force, c'est-à-dire qu'à un moment, le Minotaur va tout d'un coup vous regarder parce que vous êtes là, et vous allez avoir l'impression voilà, qu'il a eu cette attention pour vous, pour ce groupe, ou il va attraper quelque chose qui n'était pas là avant, mais ce jour-là, c'est présent, il va toucher la chose. Donc c'est ça qui fait un petit peu la différence. Je pense que ça, l'intelligence artificielle ne saura pas le faire, en fait, et jamais le faire, de vraiment interagir, sauf peut-être installer des capteurs qui fait que oui, mais ce rapport d'humain à humain qui s'exprime à travers les machines, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui de le remplacer, quoi. Voilà. Enfin, de l'échanger par une machine. Merci. Donc là, je vais simplement rendre compte du travail quand même qu'avaient fait Mehdi Belalègue et Céline Peters, qui malheureusement n'ont pas pu assister, mais je suis pratiquement sûr que Céline Peters, malgré ses 39 de fièvre, est en train de nous suivre en direct sous sa couette. Et je me propose de vous lire une question qu'ils avaient préparée ensemble et qui va susciter sûrement des commentaires. En voulant que l'IA calque ou reproduise l'intelligence humaine, ne sommes-nous pas victimes de narcissisme et d'anthropocentrisme? Voilà, je vous l'ouvre au débat et que celui qui veut prendre la question la prenne. Yann, peut-être? Là, on ne t'entend pas. Oui, on ne t'entend pas. Voilà, là maintenant vous m'entendez. Oui. Ok, derrière la question de la recherche en intelligence artificielle, il y a bien sûr la question de comprendre l'intelligence humaine, de comprendre l'humain. Et donc peut-être c'est une poursuite égocentriste, mais toutes les sciences humaines sont là pour aussi étudier l'humain, comprendre l'humain, que ce soit la psychologie, les neurosciences, la philosophie, la médecine, la biologie, etc. Donc ça procède en fait de la même question scientifique. Il y a peut-être 3 grandes catégories de questions scientifiques pour les sciences dures, disons, aujourd'hui. La première, c'est de quoi est fait l'univers. La deuxième, c'est qu'est-ce que la vie. Et la troisième, c'est comment fonctionne le cerveau, peut-être. Il y a bien sûr d'autres questions importantes, mais qui peuvent être plus ou moins catégorisées à l'intérieur de ces grandes questions. Donc, ce n'est pas particulièrement égocentrique. Il y a un peu, évidemment, le mythe du golem derrière ça, l'idée d'avoir des outils qui sont suffisamment malléables. Mais la technologie, d'une manière générale, n'est pas autre chose que ça, quoi. Qu'on soit persuadé de son utilité ou pas, comme il en a été question précédemment. Si je peux faire un commentaire là-dessus, je crois que la technologie, c'est aussi, et c'est surtout, et ça doit rester l'homo faber, qu'en fabriquant, on puisse comprendre, ça c'est certainement clair, mais prétendre qu'a priori, les technologies que nous développons sont un modèle, alors cette fois au sens modèle scientifique. Par exemple, Yves Frégnac ce matin l'a parfaitement montré comment, en poussant ces analogies, on se plante, hein, pour employer un mot simple. Donc je pense que la relation est vraiment complexe. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires à faire. Daniel ? Il me semble qu'il y a deux remarques qu'on peut faire effectivement en complément. La première est que
on ne sait pas ce qu'est l'intelligence indépendamment de l'intelligence humaine. Donc, je veux bien qu'on s'intéresse à autre chose, mais on ne sait pas à quoi on va s'intéresser si on perd de vue, en quelque sorte, au moins d'un œil, si vous voulez, l'objet, c'est-à-dire l'intelligence humaine. Même si on ne sait pas la définir et tout ça, quand on la voit, quand on la rencontre, on sait ce que c'est. On en voit des exemples. Mais de l'autre œil, moi j'ai cette idée de la vision biscopique de la science. Il y a un œil qui est fixé sur l'objet, en quelque sorte donné initialement, pré-théoriquement, et l'autre œil qui essaye de développer des modèles explicatifs, prédictifs, etc. Et alors cet autre œil, lui, au contraire, il est d'une agilité extraordinaire. Il n'est pas du tout rivé à son objet initial. Quand on regarde l'intelligence humaine, on ne va pas se contenter simplement d'aller interviewer des gens très intelligents. Comment vous faites pour être si intelligent dans vos actions ou dans votre jeu d'échecs ou je ne sais quoi. Au contraire, on va s'éloigner de l'objet immédiat et on va commencer à se demander mais d'où ça vient, et on va développer des théories du cerveau. Par exemple, quand vous regardez l'intelligence humaine comme ça, avec un cerveau, avec un œil, un œil innocent, vous ne voyez pas le cerveau. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui se passe dans votre cerveau. Donc, l'autre œil, l'œil scientifique, va explorer des mondes extraordinaires qui sont le cerveau, mais qui sont aussi éventuellement des théories très abstraites, thermodynamiques de l'émergence de l'intelligence ou évolutionnaires et ainsi de suite. Et l'autre chose que je voulais dire, parce que Yann a parlé des pieuvres, justement, on se dit, une pieuvre, ça ne ressemble vraiment pas à un être humain, et on n'est pas en train de regarder l'être humain quand on regarde la pieuvre. On dit, mon Dieu, elle se débrouille drôlement bien, la pieuvre, et ça pourrait peut-être nous inspirer. Donc, on n'est pas arrivé à ce point, je dirais. Quelqu'un veut ajouter un commentaire? Stéphana? J'ai un commentaire peut-être un biais, mais pour moi, de mon côté, le problème, c'est que je n'arrive pas à le voir. Je n'arrive pas à voir que je ne vois que la production culturelle derrière l'intelligence artificielle. Donc, en fait, ce premier dessin que je n'ai pas réussi à expliquer, quand je vois cette quête, je vois un processus culturel gigantesque qui implique justement l'extraction, les matériaux, la coordination, la législation, etc. Il me semble que le côté après de modélisation me semble la pointe de l'iceberg d'un système social et culturel gigantesque. Je dis des banalités pour qui s'occupent de STS, mais en tout cas, je trouve que peut-être derrière la question du narcissisme, c'est pas tant est-ce que c'est notre but est de nous répliquer, mais moi je trouve, pour moi, elle est plus générative, l'approche que tu as pris, Daniel, de dire, bon, peut-être c'est la résolution de plein d'activités. Et là, tout d'un coup, cette espèce d'énorme panoplie économique et culturelle qu'on met en place pour arriver à ça, elle prend plus de sens. Mais bon, c'est un peu mon interprétation de la question. Alors, je voudrais peut-être, pour terminer, lancer peut-être un dernier débat et plus proche de mes préoccupations de roboticien. La machine se substitue à l'homme pour une production d'énergie, de mouvement et de force. Donc, c'est-à-dire qu'on est en train de remplacer le travail de force par les machines. C'est-à-dire les travaux auxquels nous sommes soumis demandent de moins en moins d'énergie consommée. C'est-à-dire qu'un caissier de supermarché consomme moins d'énergie musculaire qu'un mineur de fond au 19e siècle. Donc il y a cette espèce de transfert d'énergie qui conduit vers, ça a été évoqué, une forme d'automatisation généralisée des systèmes de production. Et je pose la question, donc, jusqu'où peut-on le penser? Peut-on penser la fin du travail physique? Et je dis bien du travail physique, pas du travail. D'ailleurs, on change les mots. Le
le mot travail est devenu maintenant un mot emploi. C'est-à-dire qu'on va utiliser les vocabulaires des services pour transformer l'idée. Donc, on va faire un emploi, mais il n'y a plus cette idée de travail de force. Donc, ma question est, et que j'aimerais bien que vous commentiez, peut-on penser la fin du travail? Et si je devais résumer, c'est la disparition de la main. En quoi la main, aujourd'hui, nous est encore utile? À part, bien sûr, pour taper sur notre ordinateur, et Dieu merci encore, pour caresser. Mais je veux dire, dans le sens de la main comme outil d'effort, donc, poser la question générale de la disparition du travail. Alors, je ne sais pas si ça inspire peut-être les... J'ai peut-être une remarque. Enfin, une chose complètement évidente, c'est que il faut vraiment être fou pour espérer ou souhaiter la fin complète des travaux manuels. Enfin, on est tous là en train de se dire c'est quand même bien agréable de temps en temps de pouvoir manier un râteau, une bêche ou un sécateur, par exemple. Le jardinage est très populaire. Oui, vous n'allez pas priver les malheureux de ce... Nous autres, déjà, on est un petit peu sous-développés musculairement. Tu ne vas pas nous priver du travail, de toute espèce de travail. Non, mais si on peut le faire en dynamique, je voudrais évoquer ce que Régis Debray appelle l'effet jogging. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a plus besoin de travailler au champ, de se dépenser physiquement, eh bien on fait du jogging. On se met à courir pour rien. C'est-à-dire pour entretenir notre corps ou pour entretenir notre santé. Donc là, cette disparition-là a des effets qui sont des effets secondaires, mais qui ne sont plus du domaine du travail. D'accord. Ok. Donc la machine a cherché à enlever de la pénibilité au travail, pas nécessairement effacer le travail, et à rentabiliser aussi pour produire plus. D'ailleurs, ça donne une surconsommation absurde aujourd'hui, dont on est tous responsables en tant que consommateurs. Après, je reviens à l'intelligence artificielle et la machine, c'est pas tout à fait pareil. Je pense que l'intelligence artificielle intervient à d'autres niveaux, en fait. C'est pour ça que je posais la question du robot, moi. Oui, par contre, le robot lui-même, quand même, ça a quand même apporté pas mal de choses. En même temps, en agriculture, on se rend compte que l'agriculture intensive, finalement, va à l'inverse du bon sens, et qu'aujourd'hui on est en train de revenir à des agricultures plus raisonnées, on replante des haies pour éviter les inondations, etc. C'est vrai que quelque part la machine, à chaque fois, finit par nous aliéner quelque part, comme ces trucs-là, dont on est extrêmement, dont on est dépendant de façon affreuse, surtout nos enfants. Et donc c'est vrai qu'on s'interroge là-dessus. Mais par contre, péniblement quand même, les progrès de ces robots qui fabriquent, finalement, qui font de la soudure toute la journée sur une voiture pour construire des milliers de voitures, c'est quand même pas mal. Cependant, a-t-on besoin de ces milliers de voitures? Sommes-nous assez intelligents pour éviter cela? Ah, pardon. Yann? Oui, pour commenter là-dessus, je pense que l'automatisation, enfin la technologie depuis longtemps, produit un glissement des activités humaines dans lequel ce qui doit être produit, effectivement, qui constituait du travail avant, devient automatisé. Et il y a un glissement vers des activités qui sont plus créatrices. On entendait la question tout à l'heure de savoir si l'artiste allait être remplacé par l'intelligence artificielle. Non, mais l'artiste va probablement être aidé par l'intelligence artificielle, rendre possible à une population plus large en fait de faire de la production artistique. Mais à la fin, l'art est un moyen de communication d'émotions d'humain à humain. Donc, à quoi ça servirait d'avoir un système qui puisse faire de l'improvisation de jazz comme John Coltrane s'il n'y a pas d'émotion à communiquer, d'émotions humaines à communiquer derrière. Bon, maintenant, je vais prendre un exemple très concret. Vous voulez acheter une pièce de technologie très sophistiquée aujourd'hui, comme par exemple un lecteur de Blu-ray, ça va vous coûter 50 €. C'est pas cher, parce que c'est fait automatiquement, c'est fait essentiellement par des machines, peut-être assemblé par des humains qui ne sont pas payés beaucoup. Maintenant, vous voulez acheter un saladier fait à la main, en poterie, ça va vous coûter au bas mot 500 €. Et la différence, c'est que quelqu'un a travaillé de ses mains, a fait un acte créateur, la pièce est unique, et on attribue de la valeur
à ça. Et je pense que à mesure de l'évolution de l'automatisation des moyens de production, on attribuera plus de valeur à l'expérience humaine et beaucoup moins au bien matériel. On peut écouter un morceau de musique de nos musiciens préférés essentiellement gratuitement, ou peut-être pour quelques centimes. Par contre, si on veut aller à un concert, ça peut nous coûter entre 20 et 200 euros, ou peut-être même 800 si on a l'opéra au premier rang. Donc c'est l'expérience humaine qui va compter beaucoup plus que les biens matériaux, biens matériels qui baissent en prix depuis déjà longtemps. Merci pour cette dernière remarque qui clôt la table ronde. Donc je remercie tous les invités à cette... Merci Yann pour ta présence depuis New York.